Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler de modules clés dans les réseaux de neurones convolutifs modernes qui expliquent leur succès et qu'il est bon de connaître pour les utiliser. Donc une première question importante à se poser quand on entraîne des réseaux convolutifs profonds est la question de la normalisation des entrées des neurones et même de l'entrée de chacune des couches du réseau. Une première constatation est que la normalisation entre des neurones d'entrée va permettre d'améliorer le comportement de l'apprentissage en général. Et donc l'idée est d'être capable de contrôler la distribution des activations des entrées puis des différentes couches à travers le réseau. Ça, c'est l'idée générale. Si on considère le jeu de données d'entrée sous forme d'une grosse matrice, on a chaque exemple d'apprentissage qui est un vecteur de m dimensions et on a n exemples d'apprentissage, on a nos données d'entrée qui sont sous forme matricielle. Un premier pré-traitement classique consiste à centrer les données, qui consiste simplement à retirer, à soustraire la moyenne de chaque dimension du vecteur. Donc on calcule la moyenne comme étant la moyenne sur l'ensemble des exemples et n exemples d'apprentissage et ensuite on calcule pour chaque exemple, on lui soustrait sa moyenne. Donc si on fait de la reconnaissance d'image, on va simplement calculer l'image moyenne pour chaque pixel sur l'ensemble de la base de données et soustraire cette image moyenne à l'ensemble des images de la base d'apprentissage. Pour aller un petit peu plus loin, on peut chercher à normaliser, c'est-à-dire à centrer et à diviser par l'écart type, encore une fois pour contrôler la distribution de chacune des caractéristiques de chacune des neurones d'entrée. Donc quand on fait ça, on va calculer maintenant l'écart type sur chacune des caractéristiques, chacun des neurones d'entrée de chacune des images d'apprentissage et on va normaliser en calculant la moyenne divisée par l'écart type. En faisant ça, on fait en sorte que chaque composante, chaque neurone d'entrée ait une distribution qui soit approximativement une distribution normale, une distribution gaussienne, donc qui est cette forme-là. Donc c'est ce qui est montré sur les données originales. Ici, on est en 2D, on a des données originales, on les centre, elles sont approximativement centrées en 0, elles sont centrées en 0 et on les normalise, on remet à l'échelle l'influence des deux axes, qui c'est la même amplitude à peu près. On peut penser classiquement, il y a des pré-traitements plus avancés auxquels on peut penser, notamment qui cherchent à décorréler en calculant la matrice de covariance des données et en la diagonalisant pour la réaligner. Donc ça, c'est ce qui est montré ici. On part de ces données, on réaligne les axes et on peut faire aussi du blanchiment qui consiste à diviser par l'écart type de chaque vecteur propre qui correspond encore une fois à normaliser pour avoir des données dont l'importance des axes soit la même. En pratique, ces techniques sont peu utilisées avec les réseaux convolutifs parce qu'elles demandent le calcul de matrices de covariance trop coûteuses. Un deuxième point important à avoir en tête, c'est l'initialisation des poids. Comme on est dans un contexte d'apprentissage non convexe, dont on a longuement parlé au cours des séquences passées, l'initialisation des paramètres est importante, contrairement aux problématiques d'optimisation convexe où l'initialisation a beaucoup moins d'impact. Ici, l'initialisation est assez cruciale et une première idée naïve qui consisterait à vouloir initialiser à zéro l'intégralité des paramètres du réseau, des poids et des biais, est une très mauvaise solution parce qu'elle conduit à avoir tous les neurones qui ont la même activation et donc qui propagent le même gradient. Donc on a une symétrie qu'on veut chercher à briser parce qu'elle ne permet pas d'apprendre une diversité dans les représentations du réseau et donc cette initialisation à zéro est à bannir, il ne faut pas l'utiliser en pratique. Une utilisation classique en revanche, c'est d'initialiser de manière aléatoire avec des petits nombres l'ensemble des valeurs des paramètres du réseau et en particulier un choix classique est d'initialiser de manière aléatoire en utilisant une distribution gaussienne centrée en zéro et avec un écart type sigma à déterminer qui va déterminer l'amplitude de ces variations. Ça, c'est l'initialisation qui marche correctement et par défaut utilisée. Une initialisation un peu plus fine consiste à remarquer, à tirer parti de l'amplitude des valeurs qui est propagée au sein d'un réseau. Et donc, on peut remarquer qu'avec des fonctions d'activation de type sigmoïde, l'amplitude du réseau, si on considère un réseau profond avec une couche d'entrée qui est un vecteur de taille m et une couche qu'on projette, une couche latente avec un vecteur de taille k, la variance de la couche S va être m fois plus grande que la variance de la couche d'entrée et multipliée également par la variance des poids. Donc ça a motivé l'initialisation proposée par Glorot et Benjour en 2010 qui vise
à diviser l'initialisation des poids par rapport à la racine du nombre d'entrées dans notre vecteur. Ce qui va avoir pour effet, pour intuition générale, de contrôler la variance, d'avoir une variance qui soit fixe entre les différentes couches du réseau en profondeur qu'on va apprendre, ce qui va pouvoir faire en sorte que la distribution soit maîtrisée. Pour illustrer ça, on va montrer ce qui se passe dans des simulations avec un réseau à 10 couches de profondeur pour laquelle chaque couche a 500 neurones, 500 nœuds. Et on utilise des activations de type tangente hyperbolique. Donc les tangentes hyperboliques, on y reviendra après, c'est une fonction qui a cette tête-là, qui ressemble à la sigmoïde, mais qui est bipolaire avec des valeurs entre +1 et -1. Si on initialise les valeurs avec une distribution normale, mais des valeurs petites, un des risques de ce réseau, c'est que toutes les valeurs vont tendre, plus on va aller dans la profondeur du réseau, plus les valeurs vont être petites. Ici, c'est la distribution des valeurs qui est montrée pour la couche 1. Pour la couche 2, la plupart des valeurs déjà sont concentrées en 0, puis à partir de la couche 3 ou 4, on a un énorme pic en 0. Ça vient du fait que le réseau va uniquement conduire à avoir des valeurs petites. A l'inverse, dans un autre régime extrême, si on prend exactement le même réseau mais qu'on met des valeurs plus grandes, le comportement qui risque de se produire est d'avoir des activations qui vont tout être à +1 ou -1, donc dans le régime de saturation de la fonction tangente hyperbolique. Donc c'est ce qui est montré ici, toutes les valeurs, on a deux gros pics qui sont aux valeurs de +1 et -1. Et ça, on y reviendra par la suite, ça va poser des problèmes parce que dans cette valeur de +1 ou -1, le gradient va être nul et donc on ne pourra pas rétropropager d'erreur. C'est dans ce contexte que l'initialisation Glorauth est intéressante. Si maintenant on reprend le même genre d'expérimentation mais qu'on initialise avec les poids avec une loi normale mais en divisant par la racine de 500 qui est la taille de la couche d'entrée, on obtient des activations dans les différentes couches du réseau qui sont beaucoup mieux réparties et qui vont permettre du coup de propager des gradients lors de l'apprentissage du réseau qui seront beaucoup plus informatifs. Donc le message clé de tout ça, c'est que cette initialisation en particulier, elle permet de contrôler la variance des activations à travers la profondeur du réseau. Un deuxième composant essentiel dans les réseaux convolutifs modernes concerne les fonctions d'activation non linéaires. Donc, comme on l'avait vu dans les séquences précédentes, les fonctions d'activation non linéaires classiques historiques, ce sont des fonctions de type sigmoïde ou tangente hyperbolique qui sont représentées ici, qui ont en gros deux régimes de fonctionnement, un régime où la fonction est linéaire, par exemple pour la fonction sigmoïde dans ce régime-là, puis un régime où la fonction sature, où elle est constante, qui est à peu près ce régime-là. Un problème principal du régime de saturation, c'est un problème qui est lié aux gradients qui disparaissent. C'est-à-dire que dans cette région-là, la fonction est constante et donc le gradient f' est égal à 0. Donc à partir du moment où on se situe dans cette zone de la fonction d'activation, ça va interdire de propager des gradients puisqu'on multipliera par la dérivée de cette fonction d'activation qui vaudra 0 et donc on ne va pas pouvoir propager des gradients et ça va ralentir et ça va interdire de continuer à apprendre. Donc ça va induire une convergence du réseau avec ce genre de fonction d'activation qui sature qui va être lente. Une des modifications très populaires et très classiques dans les réseaux convolutifs modernes, c'est d'utiliser une variante par rapport à ces fonctions d'activation sigmoïde ou tangente hyperbolique qui est la fonction ReLU, pour Rectified Linear Unit. La fonction ReLU, elle est très simple. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle garde l'identité si les valeurs sont positives, donc c'est Z si la valeur est positive. Dans cette zone-là, on ne modifie pas la valeur, et puis par contre, on met à 0 si la valeur est négative. C'est une fonction qui est très simple, qui peut se réécrire comme le max entre 0 et Z. Et en particulier, elle permet considérablement de réduire les problèmes de gradients qui disparaissent, de vanishing gradient, puisqu'on n'a plus de zone dans laquelle le gradient est nul, dans la zone positive. Et donc ça permet d'avoir une convergence et une vitesse d'apprentissage largement accrue. Donc c'est ce qui est montré ici, dans le schéma ici, où on compare la vitesse d'apprentissage ici, dans cette courbe-là avec la courbe ReLU et dans cette courbe-là avec une courbe de type tangente hyperbolique, sur un réseau à 4 couches appris sur une base classique qui est la base CIFAR 10, et cette courbe étant issue de l'article de Kryslewski et Hinton qui ont gagné donc le Challenge ImageNet 2012 dont on a parlé. Et on voit qu'il y a à peu près un facteur 6 d'accélération dans l'utilisation avec ce type de fonction d'activation ReLU par rapport à des fonctions d'activation tangente hyperbolique. Donc c'est un élément important aussi dans la convergence des réseaux modernes. Avec ce type de fonction d'activation ReLU, comme on a supprimé les valeurs positives, ça va changer également l'amplitude des valeurs. Et donc on peut montrer
C'est ce qu'ont montré les auteurs et Etal en 2015, qu'avec ce type de fonction d'activation, si on veut mesurer la variance dans l'ensemble des couches cachées d'un réseau, on va avoir une équation qui dit la variance pour cette couche, la projection d'une couche cachée par rapport à la couche d'entrée X, qui va être celle-ci, qui va être la même que celle qu'on avait mentionnée pour l'initialisation Glorode précédente, mais on va avoir un facteur 2 ici, au lieu d'un facteur 1 précédemment. Et donc avec ce type de fonction d'activation relue, une initialisation des poids qui est préconisée est plutôt de diviser par racine de 2m, pas n, ici c'est m, où m c'est la taille du vecteur d'entrée. Donc pour conclure sur ces fonctions d'activation, la fonction relue, elle présente en particulier l'intérêt de ne pas saturer, d'être très efficace à calculer, contrairement à la sigmoïde qui par exemple saturait, était lourde et n'était pas centrée en zéro, comme la relue d'ailleurs. Mais un de ses inconvénients, c'est que du coup, elle met à zéro toutes les valeurs d'activation qui sont négatives. Donc on a une perte d'informations là-dessus également. Et donc c'est dans ce contexte qu'un certain nombre de variantes récemment ont été proposées pour la relue qui permet justement d'éviter de bloquer les gradients, de bloquer la propagation de l'information d'apprentissage pour les valeurs qui sont négatives en entrée. Et on a eu différentes variantes de cette fonction relue qui peut être par exemple la relue paramétrique avec une pente en négative, une pente qui peut être randomisée ici avec la P relue ou la fonction élue qui elle a plutôt une forme exponentielle pour les valeurs négatives. En conclusion, on a ici montré l'importance des prétraitements et de l'initialisation des poids pour correctement apprendre des réseaux convolutifs profonds. On a aussi souligné l'importance de nouvelles fonctions d'activation qui ont été introduites pour les réseaux modernes, notamment la fonction d'activation relue, qui a été utilisée dans le réseau AlexNet qui a gagné le challenge en 2012 et qui est maintenant pratiquement utilisée systématiquement dans l'ensemble des réseaux convolutifs modernes. Dans une prochaine séquence, nous parlerons d'autres améliorations, notamment en termes d'apprentissage, qui ont été introduites dans les réseaux modernes. Merci.